Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. J'ai reçu mission de tirer le penalty, je l'ai tiré, je l'ai marqué. J'ai reçu du peuple un mandat clair et que j'entends défendre jusqu'au bout. J'exhorte le président sortant à œuvrer pour une transition pacifique du pouvoir. Cette sortie de Maurice Kamto, candidat à la présidentielle de dimanche dernier, n'a pas manqué de susciter indignation dans les rangs du RDPC. Pour Jean Kueté, de tels comportements relèvent de l'immaturité et de la fébrilité politique. Le secrétaire général du comité central du RDPC poursuit. Ils traduisent le mépris des règles du jeu démocratique et des institutions que leurs auteurs ambitionnent de défendre en se portant candidat à l'élection présidentielle. Fin de citation. Excède de la déclaration de Jean Kueté lors de son point de presse hier à Yaoundé. L'article 113 du Code électoral qui dispose que, immédiatement après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote doivent être rendus publics. L'article 137 du même Code qui dit le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la clôture du scrutin. L'interprétation de ces deux articles fait débat. 7 octobre 2018, la sortie de Maurice Kamto. En attendant, la proclamation, c'est le fait du jour. « 7 octobre 2018, en attendant la sortie de Maurice Kamto, en attendant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Pour en parler, je suis avec Maître Emmanuel Achou. Bonsoir. Bonsoir Serge, bonsoir téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Tout à fait. Voilà. Et à côté de vous également, Casimir Désiré Taï. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs et merci pour l'honneur que vous me faites de me faire entourer de ces éminents juristes, dont Maître Achou et Maître Pensi. Voilà, vous êtes journaliste d'investigation. Exact. À côté de vous, vous l'avez dit, Maître Emmanuel Pensi, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre excellente chaîne. Voilà, vous êtes avocat au barreau de Paris et aussi au barreau du Cameroun. Anciennement. Ancien avocat oui, au barreau de Paris, oui. Inscrit actuellement au barreau du Cameroun. Et, vous avez oublié de le dire, je suis membre de la commission de la... Je crois qu'il est très surprenant que Maurice Kamto ait eu une telle attitude. Moi, ça m'a d'autant plus surpris que je pensais que, constitutionnaliste, puisqu'il est agrégé de droit public, il a pu lire le code électoral, et qu'il doit respecter, comme tout le monde, les dispositions légales. Vous vous rendez d'ailleurs compte que ils sont les rois de Facebook et ils écrivent pas mal de choses à l'intérieur, on en tient compte, mais je crois quand même pour lui dire tout simplement qu'il faut qu'il fasse très attention parce qu'il viole les dispositions de la loi, on en parlera tout à l'heure, sur plusieurs dispositions qu'il a violées et que force va revenir à la loi, il n'y aura pas de soulèvement. Les mesures les plus fermes sont prises pour que la paix règne dans ce pays. Voilà, je vais préciser que le 4e invité sur ce plateau, c'est Wilfried Ekanga, du MRC, que vous connaissez, il n'est pas encore là. Barrister Achou, il y a eu violation de la loi de la part de Maurice Kamto. Il n'a pas respecté les règles du jeu. Je ne pense pas. Oui. Je ne pense pas qu'il y a violation de la loi. Nous devons dépassionner des débats. Les dispositions de l'article 113 sont claires. Il dit immédiatement après le dépouillement, les résultats acquis dans chaque bureau de vote sont rendus publics. Donc Maurice Kamto s'est appuyé sur l'article 113. Il n'y a pas que ça. Parce que lorsqu'on rend les résultats publics au bureau de vote, le représentant de chaque candidat reçoit copie du PV. Oui. Et lisez toutes ces dispositions et dites-moi si là-dedans, on va en reparler. Il y a une disposition qui interdit à quelqu'un de faire ce que Kamto a fait. À part ça, parce que tout à l'heure, on va en parler. Mon confrère a dit que Kamto va répondre. J'attire aussi l'attention sur les dispositions de l'article
93. Oui. Or, le cas de flagrant délit. Oui. Aucune poursuite poursuite pénale contre un candidat à une élection pour infraction aux dispositions de la présente loi ne peut être intentée avant la proclamation des résultats du scrutin. Oui. Donc, on laisse un peu l'intimidation. On va aller jusqu'au bout. Si quand tu as violé la loi, après, s'il n'est pas président, bon, attrapez-le. Mais pour le moment, on attend la fin du processus, tranquillement comme la loi l'a prévu. Et puis, lorsqu'on dit que la Cour constitutionnelle arrête Oui. et proclame, Oui. ça veut dire que la Cour constitutionnelle rend Article un arrêt. 137. La Cour va collectionner tous ces PV qui viennent, rendre un arrêt dans lequel elle proclame les résultats. Est-ce que vous avez vu quelque part ici où on a interdit à un candidat de dire que j'ai constaté à partir des PV que j'ai reçus que j'ai gagné le procès? Alors, je suis surpris aujourd'hui que Maître Achou vienne prendre un virage à 180 degrés pour dire que aucune disposition n'interdit de publier des résultats. Et le premier article qu'il a invoqué, c'est l'article 113. Or, lorsque vous sortez un article de son contexte, vous êtes sûr que vous allez taper à côté. L'article 113 est contenu dans la section 3 du code électoral qui parle du dépouillement du scrutin. Et qui indique exactement que chaque bureau de vote doit faire le dépouillement dans son bureau de vote. L'article 113, oui, à son niveau, dans chaque bureau de vote. C'est normal que l'on fasse un dépouillement. D'ailleurs, vous avez vu que de part et d'autre, certains tableaux ont été filmés et mis sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le dépouillement. Le dépouillement d'un bureau de vote n'est pas la publication des résultats. Ça, il faut bien se comprendre. Or, c'est bien l'article 137 qui parle de la proclamation des résultats. Et j'ai oublié tout à l'heure de dire que l'article 113 est contenu dans le chapitre 2 qui parle des opérations de vote. C'est-à-dire des opérations, comment se passe le déroulement du vote, la journée électorale et tout. Et c'est justement pour ça qu'on parle de l'article 113. Maintenant, l'article 137, lui, est contenu dans le chapitre 5 qui parle de la proclamation des résultats. Et c'est à ce niveau, justement, que l'article 137 dit bien « Le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats ». Et je voudrais rappeler... Est-ce que Maurice Kamto a proclamé les résultats? Oui, Maurice Kamto l'a proclamé. Maurice Kamto les a proclamés. Maurice Kamto dit qu'il a tiré le pénalty, il a marqué le but et il attend. D'ailleurs, il a fait un discours comme s'il était déjà le chef d'État élu, comme s'il n'attendait plus que la prestation de serment, comme s'il invitait d'ailleurs même le président sortant à lui passer le témoin. Et je voudrais, pour rester dans la métaphore de Maurice Kamto, rappeler qu'on peut tirer un pénalty et le rater. Ça, c'est la première chose. On peut tirer un pénalty et le marquer et attendre que la décision de l'arbitre valide le but. L'arbitre, c'est le Conseil constitutionnel qui doit valider, qui doit proclamer. Je rappelle également qu'on peut tirer un pénalty et l'arbitre programme, même si c'est à la dernière seconde du match, l'arbitre est le seul juge qui peut dire qu'il y a même encore ce que vous appelez les arrêts de match là. C'est lui, c'est généralement lui le temps mort, prolongation. Voilà. Donc c'est lui et lui seul qui peut le dire. Donc le temps additionnel justement. Donc je dis, ce que Maurice Kamto a fait est suffisamment grave. Et je suis surpris que dans la même déclaration, il parle de la paix. Il dit que nous sommes profondément attachés à la paix et nous n'avons cessé de le clamer depuis la création du parti en 2012. Or, ce qu'il a fait, c'est une incitation à la révolte. Et ça, c'est une infraction, je crois que Maître Pessi ne peut pas me le démentir. C'est une infraction prévue et réprimée par le code pénal. Et ça, c'est exactement ce qu'on a vécu dans un pays voisin, à savoir le Gabon, où Jean Ping, immédiatement, alors qu'on attendait encore les résultats, avait proclamé les résultats, et on sait
où il est aujourd'hui. Vous savez qu'au Gabon, Jean Ping est devenu pratiquement persona non grata. Il ne peut plus parler puisqu'il avait fait une gaffe. Et je suis surpris que ce soit un professeur agrégé, que nous respectons, avocat international, qui pose un pareil acte. Ok, merci. Et nous a rejoint sur ce plateau Wilfried Ekanga. Wilfried, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Oui. Bon, voilà, je vous attaque avec cette sortie, la sortie de Maurice Kamto hier, qui a provoqué un point de presse de la part du comité central du RDPC. On a vu le ministre Jean Kété, Grégoire Owona, Yao Aïssatou, le professeur Jacques Famendongo, ils se sont réunis hier. Et il dit exactement ceci. Le RDPC et ses alliés ont condamné ce qu'ils considèrent comme une manœuvre de provocation qui se place délibérément, que Maurice Kamto se place délibérément en marge de la loi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Il considère que c'est une provocation. Oui, pour commencer par le début, je vais dire, à titre personnel, ayant soutenu et milité pour le MRC, je persiste à souhaiter que Maurice Kamto soit, au terme de la promulgation officielle des résultats dans 2 semaines, le président de la République. Maximum, hein, c'est maximum. Oui, dans 2 semaines. Oui, à l'horizon. Ça peut arriver avant. Oui, à l'horizon, dans 2 semaines, mon espoir, évidemment, comme depuis le début, est que le professeur Maurice Kamto accède à la magistrature suprême. Maintenant, j'aimerais dire d'entrée de jeu que nous faisons une erreur au Cameroun en pensant que la politique, le parti politique est une structure homogène, où tout le monde est d'accord sur tout et voit les choses de la même manière. Bien au contraire, le parti politique est un élément hétérogène où c'est justement la diversité dans ce cocon-là qui fait la force de ce parti, où on a beau avoir parfois des façons de voir les choses différentes en raison de nos particularismes et de nos habitudes, de nos caractères précis, mais en raison du fond commun que nous partageons, qui est justement l'idéologie de la formation politique. On est ensemble et on est un front commun. Donc, à titre personnel encore, n'étant pas juridiquement membre de la cellule, en tout cas n'ayant pas un statut juridique au sein du MRC, je n'ai pas été consulté sur le contenu et la teneur de cette conférence avant qu'elle ne se tienne. Donc, ce que je vais dire dessus est l'interprétation que j'en fais comme tout citoyen qui en a entendu parler. Donc le premier élément sur la sortie du professeur Maurice Kamto justement dessus, c'est que il est dans une sorte de jeu communicationnel. C'est comme ça que ça fonctionne parfois en sciences politiques, où on joue avec les mots en raison du passé dont il a essayé de tirer des leçons, parce que ça n'a pas non plus été très clair aussi de la part de nos commissions électorales. Il a élaboré une sorte de mécanisme qui permet de mettre la pression aux instances en disant, dans l'éventualité où les données dont je dispose sont conformes au suffrage réellement exprimé, il faut que les résultats là soient aussi respectés. Il ne faut pas que, si je dispose d'éléments qui font de moi le président et que les faits nous disent après enquête absolue que c'est bel et bien moi le président, il ne faut pas que les résultats après soient différents. Mais évidemment, la méthode communicationnelle utilisée tend à faire croire, et c'était justement l'enjeu, le tollé que ça a provoqué, tend à faire croire, avec l'effet d'amplification que ça a eu, parce que c'est un jeu à risque qui amène aussi les formations politiques différentes d'en face et les observateurs comme M. Casimir Tagne à y entrevoir une tentative de soulèvement populaire et tout. Dans les faits, il n'en est rien. On va dire jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Jusqu'à présent, moi par exemple, qui ai activement milité pour le parti, je n'ai pas eu conscience. Il n'y en a pas eu, pas parce que Maurice Kamto ne les a pas voulu. Il n'y en a pas eu parce que le peuple camerounais est suffisamment mature et n'a pas voulu gommer de cet acte-là. Disons que quand on établit l'analogie avec M. Jean Ping, par exemple, il y a des façons plus radicales d'inciter à la révolte. Vous l'avez bien dit tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que les accusations, en tout cas l'acte posé par le professeur Maurice Kamto est suffisamment grave. Non, il ne l'est pas assez. Maurice Kamto a utilisé des sous-entendus parce qu'il est très compétent dans le domaine, parce que c'est un juriste chevronné, parce que c'est une bête politique. Il sait comment ça fonctionne. Il a utilisé la métaphore pour sous-entendre que, selon lui, et c'est normal, en tout cas vous l'avez bien dit, on peut tirer le pénalty, on peut même commencer à jubiler avant de se retourner et de se rendre compte que l'arbitre n'est pas valide. Vous avez suivi le directeur de campagne de Maurice Kamto avant l'élection, jeudi dernier? Sur quelle affirmation? Non, sur les résultats. Sur les résultats, je n'ai pas eu comme je vous l'ai dit, l'exercice que j'avais à faire, et c'est justement de ça qu'est composé un parti d'acteurs hétérogènes, mais qui convergent vers la même idée. L'exercice que j'avais à faire était de convaincre le Camerounais lambda de la solidité du projet du MRC, une fois qu'il serait à la magistrature suprême, de redonner goût à la politique, à cette jeunesse qui l'avait perdu, de redonner espoir qu'il y a quelque chose qui peut arriver, il y a un Cameroun nouveau qui peut nous attendre, et c'est à cet exercice-là que je me suis attelé. Maintenant,
À l'intérieur du parti, nous devons être capables justement d'être d'accord sur les points de désaccord. C'est le fond qui nous réunit, parce que si on cherche une formation totalement homogène où tout le monde voit les choses de la même façon, c'est impossible, et même quand c'est possible, on sombrerait dans la subjectivité. Le professeur Maurice Kamto ne s'est pas levé sur un coup de tête et a décidé, voilà, je vais déstabiliser le Cameroun, voilà, je vais créer une sorte de buzz en annonçant que si je ne suis pas élu, je vais inciter à la révolte. C'est évidemment l'interprétation. On peut la comprendre, l'interprétation que les partis d'en face font. J'aurais peut-être une autre vision si c'était Cabral Libi ou Paul Biya qui l'avait dit, mais il n'en est rien dans les faits. Moi, je peux le garantir, il n'y aura pas de soulèvement, il n'y aura pas de révolte populaire, autre mesure, parce qu'il l'a précisé, et c'est bien que vous le dites quand vous dites que vous avez été surpris. Justement, vous avez été surpris parce que l'interprétation de départ que vous en avez faite, c'était l'incitation à la révolte. La précision qu'il met en bas en disant « je veux la paix et je veux que la transition », s'il y a transition, parce que il l'espère, parce que je l'espère aussi, qu'elle se passe par la voie urnale, que le parti en place aussi soit capable, parce qu'on l'a vu aussi dans beaucoup de pays africains, d'accepter le verdict des urnes. Voilà. Voilà, Maître Emmanuel Bensi, Wilfried Ekanga dit que c'est la communication du professeur Kamto. Il voulait mettre la pression. Non, il n'est jamais au courant de rien. Quand ça ne l'arrange pas... Non, mais c'est de l'honnêteté. Il est quand même une personne n'aurait pas dit ça à Maître Bensi. Allons-y, il est au courant de rien, c'est un problème d'ordre juridique. Effectivement, je vois qu'il ne sait pas de quoi il s'agit. S'agissant de mon confrère Achou, je crois qu'il a mal lu le code électoral. Sans revenir sur ce qu'a dit Désiré, on parle du dépouillement du scrutin. S'agissant du dépouillement du scrutin, dans chaque bureau de vote, on le rend public. Et d'ailleurs, je crois que des journaux comme La Nouvelle Expression ont publié bureau de vote par bureau de vote. C'est différent. Ça, c'est l'article 113, qui vient de la section 3 du dépouillement du scrutin. Différent du 137 ? Du 137, qui, comme on l'a dit, concerne le 137, ça concerne exclusivement la proclamation des résultats. Oui. Alors, je voudrais dire ceci, que contrairement à ce qu'a dit mon confrère Achou, il doit savoir qu'il existe beaucoup de dispositions légales dont il semble ignorer l'existence. Je prends par exemple les dispositions de l'article 78 de la loi cybersécurité et cybercriminalité. La loi numéro 2012-10, barre de fraction 012 du 21 décembre 2010, en son article 78, qui dit ceci: est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d'une amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA ou l'une de ces peines seulement celui qui publie ou propage par voie de communication électronique ou système d'information une nouvelle sans pouvoir en rapporter la preuve de véracité ou justifier qu'il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de cette nouvelle. Et l'alinéa 2 dit que les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l'infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique. C'est ce qu'a fait Maurice Kamto. Je tiens par ailleurs à rappeler d'autres dispositions légales qui concernent lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale. Et l'article 114 parle de révolution. Est puni d'un emprisonnement à vie celui qui tente par la violence soit de modifier les lois constitutionnelles, soit de renverser les autorités politiques instituées par les dites lois ou de mettre dans l'impossibilité d'exercer leur pouvoir. D'autres dispositions concernent les bandes armées. Et sur ce point-là, le ministre de l'administration territoriale a été clair dans le cadre de cette élection. Kamto ne pouvait pas avoir tous les PV dans tout le territoire. Je dois vous dire d'ailleurs qu'il manquait pas mal de scrutateurs dans l'extrême nord. Est-ce que c'est seulement les scrutateurs qui sont susceptibles de vous donner les résultats dans un groupe? Oui, parce que quand vous avez vos scrutateurs vont vous les envoyer. C'est beaucoup plus facile. Mais quand il y a même les électeurs qui peuvent vous envoyer. Non, moi j'explique ce qui se passe. Oui. Vous êtes là, moins de 24 heures après, vous proclamez que vous êtes élu, parce que c'est un arrondissement sur 360. Dans la région de l'Essai Nord, qui compte 47 arrondissements, un seul parti politique a été présent dans 47 arrondissements. Le second parti n'a visité que 7 arrondissements. Dans la Damawa, un seul sur les 21 arrondissements sur 21 a fait, c'est le RDPC. Le second parti, 6 arrondissements. Dans la région du Nord, 21 arrondissements, un seul a fait les 21 et de l'autre, dans la région du Centre sur les 70, un seul 70, le deuxième 25. Kamto n'a pu avoir les éléments
moins de 24 heures après, et tout simplement pour se proclamer élu en disant que d'ailleurs, que le président lui, qu'il fasse la machin, etc. Je pense qu'il a été suffisamment léger dans le cadre de cette affaire, et je comprends très bien que Wilfried Ekanga, qui est un garçon intelligent, ne soit pas au courant de ce qui s'est dit, parce que ça ne l'arrange pas. Ok, barista, lorsque le professeur Kamto fait quand même une sortie, je crois qu'il sait sur quel élément il s'appuie pour le faire. Moi, j'ai dit au début qu'il faut dépassionner les débats. J'ai l'avantage de ne soutenir personne, de n'avoir soutenu personne dans cette élection. Donc, ma position est une position froide. Oui. Je n'ai peur d'aucune position, je n'ai peur de personne. Et j'ai dit ce que je vois. J'ai dit que l'article 115 du Code électoral dispose bien 115. Alinéa 2. Un exemplaire du procès verbal est remis à chaque membre présent de la commission locale de vote l'ayant signé. Donc, c'est au bureau de vote qu'on remet, qu'on publie le résultat. Il faut qu'on soit sérieux. On a voté, chaque bureau proclame son résultat. Et quand tu reçois donc tous ces résultats du bureau de vote, vous n'avez pas les preuves. S'il vous plaît, vous avancez n'importe quoi. Vous avez parlé que vous avez. Quand vous avez parlé, je ne me remets pas. Non. Quelle preuve qu'il a? Maître Pell, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je ne vous ai pas intéressé. Merci. Ne m'interrompez plus, s'il vous plaît. Allez-y, barista. Vous m'en aidez, mais je vous respecte. Respectez-moi aussi. Je vous en prie. J'ai dit donc, à partir des bureaux de vote, M. Kamto a les résultats. 24 980. Il a les résultats. Ah bon. Bon, maintenant, on nous dit que moi, je suis pénaliste, je ne connais pas certaines dispositions légales. Regardez-moi bien, moi, je ne connais pas certaines dispositions légales de droit pénal dans ce pays au Cameroun là. Je voudrais dire que la loi sur le cybercriminalité n'a rien à voir avec le cas d'espèce. Monsieur Kamto a organisé une conférence de presse. Cette loi-là est tellement hors sujet que je ne sais même pas pourquoi ça vient là. Kamto a organisé une conférence de presse. Il n'a rien publié sur Internet. Ah ben dis donc. Qu'est-ce qu'il a publié sur Internet? Mais moi j'ai tout ça. Il a parlé en direct dans son état-major. Vous plaidez déjà. Oh non, je ne suis pas son avocat, s'il vous plaît. D'accord, ok. Vous êtes un mauvais avocat. Vous devez dire que Kamto... Vous êtes un très mauvais avocat sur ce point. Oh là là, c'est pas possible. Parce que vous n'avez aucun élément de preuve. Vous avez ces PV. La loi dit très bien que si vous n'avez pas les PV qui viennent de partout, vous ne pouvez pas proclamer. Vous ne pouvez pas proclamer les résultats. Attendez, vous me laissez parler? Allez-y, ça fait 30 minutes que tu parles. Oh là là, ça alors. Allez-y, barista. Vous voulez me donner à la place de... Allez-y, barista. Bon, j'ai dit donc qu'on ne peut pas reprocher à Kamto de s'être déclaré vainqueur. Ah, d'accord. Parce qu'il n'y a pas... Ce monsieur n'a pas donné un score. Il dit j'ai tiré le penalty. Il n'y a que Kamto n'a même pas dit qu'il a gagné. Il n'a pas dit. Pardon, montrez-moi dans le discours de Kamto, là où il a dit que j'ai gagné. Oh là là. Il dit que j'ai tiré le penalty. J'ai tiré le penalty, j'ai marqué. Appréciez pas les avocats, s'il vous plaît. Je vous connais meilleur. Vous êtes avocat, vous n'avez pas de droit d'apprécier notre avocat. Merci. D'accord. Oui, vous n'êtes pas juge. Casimir Désiré Tagné. Je me rends compte que si on se retrouve au tribunal, si Kamto se retrouve finalement au tribunal, je ne le souhaite pas, il aura de très brillants avocats pour le défendre. Ça, je m'en rends compte. Mais je voudrais qu'on sorte de ce juridisme. Faites sérieux. Je voudrais qu'on sorte de ce juridisme. Je crois qu'on est dans un plateau de débat. Oui. Et ce n'est pas, on n'est pas là pour réciter un cours de droit, ni de droit constitutionnel, ni de droit pénal. Ma préoccupation est toute simple. Est-ce que Maurice Kamto peut gagner cette élection présidentielle? Moi, c'est ça le grand problème. Est-ce que Maurice Kamto a gagné les élections? Est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il a gagné? Pourquoi il ne pourrait pas? C'est ça le problème. Maurice Kamto a eu quelques résultats, notamment les résultats du Grand Ouest et les résultats du littoral. Et c'est à la base de ces deux grandes régions qu'il
il a fait la déclaration qu'il a faite et je crois que qui a fait tout le buzz qu'on a pu avoir. Mais si l'on rentre dans les faits réels, on constatera que même si tout l'Ouest confondu vote pour Maurice Kamto, il ne peut pas gagner. Et je parle avec des faits concrets. Tout l'Ouest confondu a 700 000 inscrits. 780. 700 000 inscrits. Wow, vous avez les détails, mais moi je sais que globalement l'Ouest a 700 000 inscrits. Ça c'est la première chose. Ensuite, lorsque vous regardez, vous allez voir que c'est le littoral et l'Ouest qui ont le plus voté Kamto. Or, le littoral est peuplé en majorité à 80% des Bamileke. Il faut le reconnaître. Et les Bamileke plus l'Ouest, en général, c'est l'Ouest. Or, non, pourquoi vous voulez réduire? Les Bamileke, c'est l'Ouest. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire ce qui est vrai. Casimir Taïen, Casimir, je vous en prie. Non, je ne permets pas cette dérive-là. Non, mais ce n'est pas une dérive. Non, je voudrais que vous compreniez, Casimir, que les Bamileke constituent 15% de la population camerounaise. Ça aussi, peut-être vous ne le savez pas. Ça, c'est un appel à la révolution. C'est pas un appel à la révolution, à la haine. Non. Vous n'allez pas réduire l'électorat de Maurice Kamto. L'électorat camerounais, à base de cette élection présidentielle, on est en train de nous démontrer que l'électorat au Cameroun est pratiquement ethnique. Si vous ne le savez pas. Ndamdjoura a été élu dans son monde natal. Kamto a été élu d'ailleurs. Il y a même eu un appel. Djelakam, peut-être vous n'avez pas lu. Non. Qui demande ceci. Casimir. Nous sommes dans un État qui a ses réalités. Nous ne pouvons pas ne pas reconnaître les réalités du Cameroun. Le Cameroun est formé de plus de 200 ans. Non, nous restons sur la sortie de Maurice Kamto hier. Est-ce que Maurice Kamto pouvait gagner? Or, même si on sort de ce débat ethnique, vous allez voir que Maurice Kamto n'a pas eu la possibilité même d'avoir des scrutateurs dans tous les bureaux de vote. Vous y étiez? Si, moi je suis. Je vais vous rappeler que je suis observateur. Vous étiez. Je veux vous rappeler, maître, que je suis observateur national. Et comme on les autres candidats, je vais vous lire leurs sentiments après cette sortie de Maurice Kamto. Gaga Manadi dit on doit respecter le droit, surtout si on l'enseigne. Et Joshua aussi dit il y a une loi qui doit être respectée. Franklin Afanui, nous attendons simplement les résultats. Serge Espoir Matomba, nous attendons le Conseil constitutionnel. Vous voyez donc que par rapport au respect des règles du jeu. Oui, Serge Alain, je suis intrigué par un élément, le fait que je sois le plus jeune sur ce plateau, que là je sois très souvent mis en exergue comme un argument d'expérience et que quand même le self-control soit la chose la moins partagée sur ce plateau et que ce soit paradoxalement le moins vieux qui fasse preuve de discernement. On pense toujours que c'est parce qu'on a crié que ce qu'on a dit est plus juste que si on l'avait dit posément. Les autres candidats ont raison de dire que le droit doit être dit. Garga Aman a raison quand il le dit, mais maintenant il faut qu'il démontre, et c'est d'ailleurs le but de la discussion ici, que ce qui a été dit par le professeur Kamto est en discordance avec un article de droit quelconque. Le simple fait que nous soyons encore en train de spéculer dessus et que nous n'arrivions pas à nous entendre alors qu'on sait que les lois c'est comme la science, ça ne ment pas, quand on l'a enfreint, on l'a enfreint. Ipso facto que justement il a été enfreint. C'est pour ça que la discussion continue toujours alors que normalement les faits devaient être clairs et établis. C'est parce que justement le professeur Maurice Kamto, comme je l'ai dit, est une bête politique, une bête juridique. Il n'a pas découvert le droit aujourd'hui, il a enseigné, il a écrit des théories dessus. On fait comme s'il n'y avait pas eu le contentieux de 92. On fait comme s'il n'y avait pas eu toutes les manipulations, les manœuvres de l'appareil administratif. Aujourd'hui, il y a encore quelques jours, notre conférence ici à Douala a été interdite alors que nous disposions d'un document administratif. Ça veut dire que dans le cadre politique, on a aussi des élections qui sont manipulées, même si les résultats disent autre chose. Et donc, par anticipation, le professeur Maurice Kamto utilise justement ce jeu-là. On est en politique, c'est un jeu de mots, c'est un jeu de communication. Ce jeu-là pour envoyer le message subliminal en disant « Faites attention à respecter les textes, faites les choses autrement que les années précédentes. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne laisserons plus les choses se faire manipuler. » D'autant plus qu'il y a eu beaucoup d'extraits, beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos. Évidemment, je n'aime pas fonctionner sur les rumeurs et les on-dit, mais en tout cas, il y a des éléments qui doivent être exploités parce qu'ils portent à croire que les fameuses manipulations ont encore eu lieu. Et donc, ce mécanisme
paradigme, ce jeu politique du professeur Maurice Kamto a envoyé le message à Elekam qui, d'une certaine façon, a fini par comprendre qu'il va s'efforcer à faire les choses selon les règles de l'art. L'appel à la révolte populaire, l'appel à la manifestation populaire, il n'a pas eu lieu. Vous dites que c'est parce que la population est intelligente et ne s'est pas laissée manipuler. Pourtant, vous savez très bien que c'est parce que la population n'a absolument pas été appelée à descendre dans la rue. Donc, les autres candidats, comme ils le disent, ils ont raison. J'aurais dit la même chose parce qu'à titre personnel, peut-être, j'aurais procédé autrement. J'aurais peut-être mis la phrase au conditionnel. J'aurais peut-être dit en raison des éléments dont je dispose. Tout porte à croire que je pars favori. J'aimerais que s'il s'avère que je suis favori, les résultats seront respectés. J'aurais même peut-être procédé exactement comme lui en utilisant les mêmes métaphores, mais peut-être de manière un peu plus décalée. Il n'y a pas de vérité absolue. Il peut y avoir deux vérités. Mais la chasse aux sorcières à laquelle on se livre sur ce plateau n'est absolument pas convaincante. Les autres candidats ont autant raison de dire que le droit doit être dit, mais Maurice Kamto, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de manière claire enfreint le droit en utilisant la métaphore qu'il a utilisée. Il est impossible d'incarcérer quelqu'un parce qu'il a dit j'ai tiré ce penalty. C'est une métaphore qui le suit depuis le début de la campagne. Quand il dit je tirerai ce penalty, ça veut dire j'amènerai ces échéances présidentielles à bout, je battrai campagne, je participerai au vote et comme tout le monde, on attendra. Mais en même temps, il y a une petite critique aussi à l'intérieur apposée à la durée inexplicable et excessive entre la fin le dépouillement et la proclamation des résultats. Ça laisse libre cours à toutes sortes de manipulations et peut-être, au lieu de s'appesantir en faisant des efforts alors que c'est très compliqué de déterminer les passages qui disent que Maurice Kamto s'est trompé, il faut que qu'on soit du RDPC ou d'un autre parti, qu'on ait la grandeur d'esprit de remettre en question le fait que pendant que dans tous les pays du monde, les résultats, dans pratiquement tout en tout cas, les résultats sont proclamés à des échéances très courtes. Au Cameroun, on attend 2 semaines maximum, c'est énorme, tant il est vrai que sur certaines lois, comme sur les attroupements, sur les rassemblements à l'époque pendant les élections. Qui revient toujours, 15 jours maximum, parce que la Commission nationale de recensement général des votes a commencé son travail aujourd'hui, après les commissions départementales. 15 jours, c'est tout ça qui laisse libre cours à ces débats. Je dois dire qu'il faut lire la loi. Oui. Le texte est très clair. On a dit 15 jours maximum. C'est très simple. Oui, dans un délai maximum de 15 jours. Dans un délai maximum de 15 jours. Ça veut dire que ça peut être moins. Oui, bien Et sûr. pourquoi on le fait? On le fait tout simplement parce que c'est un pays, vous savez, qui est grand, 475 000 km². Et encore, d'un autre côté, il y a des difficultés. Tout le monde l'a reconnu. On a suffisamment reproché son pouvoir. Ce n'est pas toujours facile d'avoir les communications. Il faut qu'il y ait des PV qui soient centralisés, qui arrivent d'abord au niveau de l'ECAM. Et c'est comme ça, tous les PV. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Il y a à peu près un peu moins de 25 000 bureaux de vote dans tout l'étendue du territoire. 24 980. Le délai on a dit dans un délai de 15 jours. Oui. Moi, j'ai l'impression que le délai sera plus court. On n'attendra pas les 15 jours. Oui. Peut-être que la déclaration de Kamto, qui est maladroite, ça il faut le reconnaître. On fait précipiter les choses. Peut-être qu'elle peut faire précipiter les choses. Oui. C'est peut-être le seul élément positif que je trouve. Mais quand je vois Achou, comment? Non. Elle est une infraction. Elle est une infraction. Laquelle? Et Achou, mais je vous ai cité. Et Achou qui joue à l'avocat du diable, je le reconnais très bien dans son rôle de mauvaise foi. Et ça, il fait toujours un bon usage de la mauvaise foi. Je le connais depuis des années. Je ne sais même plus Mr. Président. Moi, je l'appelle. C'est le roi de la mauvaise foi. Il fait l'interprétation mauvaise. Quand on parle du dépouillement, lui, il parle de la proclamation des résultats. Il fait une confusion que son ancien client, qui est à ma droite, a reconnu. Là, il a eu tort. Je crois tout simplement que, effectivement, les gens croyaient que l'ECAM devait, par exemple, donner les tendances. Or, la loi ne le permet pas. Et l'ECAM n'a pas à donner les tendances. Donc, il a un rôle qui est de prendre les originaux qui viennent de tout le Cameroun, avec les difficultés qu'on connaît, pour pouvoir les transmettre. Donc, on a pris un délai suffisamment large pour que ça puisse arriver. Et d'ailleurs, vous remarquerez, et je pense tout simplement qu'il y a actuellement, parce que les recours vont se terminer demain. Oui. Bon, donc les gens peuvent faire le recours. S'ils ont des recours à faire par rapport à ce que déclare, par exemple, M. Ekanga, ils ont jusqu'à demain pour faire. Ils ont 72 heures à partir de la clôture du scrutin pour faire des recours contentieux devant le Conseil constitutionnel. Oui. Or, pour l'instant, il y a
un prisonnier. Oui, Bertin Tissot, on en est à 14 recours. Qui a 14 recours, c'est le seul qui a fait le recours. Pour l'instant, Kamto n'a pas fait de recours, peut-être qu'il fera demain, mais si bien que dans les délais, je pense que nous aurons les résultats et je pense que le plus tôt serait le mieux. Je reste avec vous, Maître Pessi, une minute, je reste avec vous. On a cette rencontre d'hier, convoquée par le comité central du RDPC, on a retrouvé le ministre de la Communication. Oui, c'est parce que le ministre, d'abord c'est un allié. Qu'est-ce que le ministre... Non. Est-ce qu'il s'est présenté là-bas en tant que président du FSNC? Non, je crois que vous ne pouvez pas, dans un pays où il y a un pouvoir, Oui. que le ministre de la Communication puisse prendre la parole. Dans une réunion du RDPC? Mais Parce qu'on a vu le secrétaire je l'ai même général. vu. Le secrétaire général. Je l'ai même vu dans les meetings. Yao Aïssatou. Je l'ai même vu dans les meetings. Plusieurs Oui, fois. bon, là, je J'étais dans crois les que meetings c'était avec lui. sous sa casquette du président d'Allier, mais hier, la Mais réunion là, d'hier. la réunion d'hier est une réunion où la communication se fait par Oui. le ministre de la Communication. Où était le ministre Paul Atangandji? Le ministre Atangandji était là à côté et le ministre Atangandji a parlé également. Si vous Hier. voulez, je vous donne ces déclarations qu'il avait déjà fait au niveau de la presse. Je les ai ici au niveau de Cameroun Tribune. Il a fait des déclarations que je vous ai lues tout à l'heure. Il ne va pas passer son temps Non, à je le parle faire. de la rencontre d'hier. Mais- Vous êtes sur la rencontre de vendredi et peut-être la rencontre de dimanche. De dimanche. Hier, oui. Oui, mais Hier. il a beaucoup de choses à faire. Parce que Ah, le ministre non. Atangandji doit être dans toutes les réunions avec... Non, avec puisque le c'est ministre. devenu une affaire d'État. Non, Apparemment. c'est pas ça, c'est pas ça. Le ministre Atangandji a beaucoup de choses à faire et pour la sécurité au niveau du Cameroun. Et vous savez que certaines personnes avaient demandé qu'on se soulève et il y avait des problèmes. On Non, à quel niveau? Non, Vous je n'allez dis pas faire. certaines personnes. Je n'ai pas cité Oui. M. Kamto. J'ai dit qu'on avait peur des soulèvements. Erreur au niveau communicationnelle. de la. C'est pas une erreur de communication. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement qu'il faut faire très attention. Certaines personnes au niveau des réseaux sociaux, je ne sais pas s'ils sont de chez Kamto, mais je sais tout simplement que moi j'ai des éléments qui sont fournis sur ces personnes-là qui ont déclaré, et qui d'ailleurs on a même, je peux même vous donner une révélation, on a capté, on a saisi tout ce que ils ont fait au niveau du MRC pour pouvoir soulever, demander des soulèvements, parce qu'il y avait quelques personnes qui étaient à l'intérieur, qui sont des vrais agités et qui voulaient le faire. Donc, ces SMS-là sont capturés, et moi-même je les ai envoyés à plusieurs personnes, et c'est des événements qui sont vrais. Donc, il faut faire très attention quand on veut mettre la poudre dans le feu. C'est pour ça d'ailleurs que plusieurs personnes ont dit que quand tu veux jouer à ping, et que ce serait un mauvais ping, parce qu'au moins ping, il a attendu au moins qu'il y ait la proclamation des résultats. Lui, il le fait moins de 24 heures avant pour soulever un tollé général, peut-être pour faire du buzz. Les filles doivent parler mais de tout la simplement, communication, mettre non, la pression. C'est une mauvaise communication et c'est une faute. Et je vous ai lu les dispositions légales en la matière. Il ne faut pas que ce pays-ci soit mis en feu. Que le Cameroun, 15 jours maximum. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun a ses réalités, la première des choses. Deuxième chose, la loi est dure, mais c'est la loi. Et d'après d'ailleurs les informations qui nous ont été rapportées, Maurice Kamto ferait partie de ceux qui ont rédigé ce code électoral. Il le rédigeait en âme et conscience. Et aujourd'hui, lorsque vous avez craché en l'air, n'oubliez jamais que vous allez reprendre le résultat de vos crachés sur votre face. Hein. Lorsqu'il rédigeait ce code électoral, il était membre du gouvernement. Je préfère que tu le dises. Il était membre du gouvernement et il ne pensait jamais qu'il sera un jour candidat à l'élection présidentielle et que le code qu'il a rédigé sera appliqué contre lui. Peut-être pas contre lui, mais pour lui. Et ensuite, je voudrais, Serge Alain, que vous sachiez que le Cameroun n'est pas le Gabon, et encore moins le Rwanda, c'est-à-dire des micro-pays dont la population ne dépasse pas la taille de Douala. Donc, le Gabon, maître, a pratiquement 3 millions d'habitants. Hein, 1 million. Voilà, c'est moins de mon Nubel. Oui, de 1 million 200 000. Donc, pour que tous les procès-verbaux arrivent, pour qu'on ait vidé le contentieux électoral, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel siège sur les cas qui seront soulevés, qui sont en train d'être soulevés, il va falloir quand même un peu du temps. Et ce temps-là est prévu dans le code pénal, dans le code électoral. Donc, aujourd'hui, moi, je ne trouve pas de problème à ce que, peut-être, lorsque les choses vont évoluer, on pourra faire comme ça se passe en France, comme ça se passe en Amérique, ou bien aux États-Unis, en Allemagne et tout. Encore faudrait-il avoir les moyens techniques, comme Maître Pensy l'a signalé tout à l'heure, c'est-à-dire un avion qui peut partir de Kolofata pour atterrir à Yaoundé le même soir,
apporter les procès-verbaux, un avion qui peut partir de mon Banjul natal pour apporter des tout, et qu'en une soirée, on ait tous les procès-verbaux parce qu'on a affaire... Et qu'on puisse les compiler, et qu'il y ait le contentieux qui puisse on se a faire. affaire aux originaux, on a affaire aux procès-verbaux. C'est bien écrit noir sur blanc. On n'a pas affaire à l'internet, à des copies à internet, ou bien à des posts sur WhatsApp ou bien sur Facebook. Okay. Donc je voudrais bien qu'on se comprenne là-dessus, Okay. et que j'insiste que ce code électoral, Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, fait partie du collège qui a rédigé. D'ailleurs, il a été accusé pour une histoire de 14 milliards. Vous le savez. Si, maître, s'il vous plaît. Je dis il a été accusé. Je n'ai pas dit qu'il a été condamné. Je n'ai pas dit qu'il a été condamné pour une histoire de 14 milliards. Bien sûr, parce que c'était sur ce code-là. Ça fait partie des textes juridiques pour lesquels son cabinet a travaillé. C'était l'ensemble de ces codes-là. Maître, tu le sais. Des 14 milliards Non, pas de 14 milliards. Il a touché l'argent. Il fait partie des rédacteurs. Je vais poser une question personnelle à Wilfried et à Maître Pensy qui défend RDPC. Non, vous allez comprendre pourquoi. Je commence par Maître Pensy. Maître Pensy, si avant les 15 jours, comme on dit, vous l'avez dit, Clément Tangana proclame Maurice Kamto vainqueur, quelle sera votre réaction? Moi, je serais très content. Ok. Parce que je vais d'abord lever l'équivoque sur ce que mon confrère a dit à mon propos. Il a dit que je suis le champion de la mauvaise foi. Je voulais dire, l'article 113 est très très clair. Ce n'est pas Achou. S'il vous plaît. C'est le dépouillement. S'il vous plaît. Laissons Barista. Mais on en a déjà parlé. Sur la réclamation des Barista, c'est Barista. Un homme politique, vous n'avez pas le droit de me salir. Écoutez, laissez-moi parler. Je suis un homme politique, vous n'avez pas le droit de me salir. L'article 113 dit bien, disposez bien, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Mais bien sûr, ce n'est pas Achou qui a dit. S'il vous plaît. Non. C'est rendu public. Dans la section dépouillement. C'est rendu public. Pas proclamation. Ce n'est pas Kamto qui rend public. C'est le bureau de vote. 137 précise que c'est le conseil constitutionnel qui proclame. Vous n'êtes pas en train. Je dis, on va jamais s'entendre là-dessus. Bon, on va passer. C'est l'équivoque que je voulais lever. Je ne joue pas de mauvaise foi. Tu l'as déjà dit. Je n'ai rien à gagner dans cette élection. Peut-être un futur. Je regarde froidement. Ok. Sans parti pris. Alors j'ai dit donc, on vous a posé la question de savoir 15 jours pour attendre le résultat. Maximum. Vous avez dit, oh, le pays est grand. Mais vraiment, ça m'a fait rire. Quand le Cameroun est grand, les États-Unis, qui ont une cinquantaine d'États, proclament le résultat en des heures. C'est faux. Aux États-Unis, il y a eu un contentieux qui a duré très longtemps. Vous le savez très bien. Alors, vous parlez de contentieux. Arrêtez. En France, ça prend combien de jours? Quel est le pays au monde où on attend 2 semaines comme le Cameroun? Merci Barista. Merci. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le journal de 20h, c'est dans un instant. 2 ou 3 escales pour le 20h que vous allez présenter une fois de plus. À l'heure où la Commission nationale de recensement général des votes se réunit pour le décompte de ces voix et l'éventuel redressement des procès-verbaux sans en changer les résultats des observateurs électoraux qui se sont fait passer pour Transparency International pour adouber ce scrutin présidentiel. Nous en parlerons ce soir. Voilà, madame, monsieur, l'essentiel de ces titres sera développé tout à l'heure par Cédric Doufélé. Quant à moi, je vous retrouve pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau qui nous soit toujours en compagnie des invités. Je vais commencer avec vous, Wilfried Kanga. Hier, on a vu Transparency International qui se satisfaisait de ce qui s'est passé le 7 octobre. Mais le lendemain, on apprend que c'était en fait des faits. On va le dire comme ça, les usurpateurs. Oui. Comment on peut en arriver là pour une élection la plus grande pour un pays, la présidentielle?
C'est pour ça qu'il est souvent important, et c'est ce que nous avons d'ailleurs fait depuis plusieurs années, nous les, entre guillemets, activistes de la société civile. On a toujours prôné une résolution de conflits en interne, et l'attitude qui consiste à faire... Donc pour vous, on n'avait pas besoin de l'expertise étrangère. C'est très dangereux, la fameuse expertise étrangère, parce qu'on ne sait jamais ce que l'étranger veut. Il y a de grands intérêts économiques aussi en jeu. On ne doit pas oublier que... la principale finance, la macro-finance du Cameroun, la macro-industrie, est détenue par des entreprises externes, et souvent même à l'intérieur des pays où ces entreprises d'où viennent les propriétaires de ces entreprises, c'est l'économie en général qui finance la politique, et souvent, lors des échéances électorales dans ces pays-là, parfois, le candidat qui finit par remporter la magistrature est celui qui a acquis les faveurs justement de l'industrie. Donc il y a d'abord cet élément, et il y a les autres éléments géopolitiques, des exemples, mais en tout cas ça c'est déjà en ce qui concerne les ONG véritables. Maintenant il y a un double problème, c'est que la fameuse ONG qui est venue sur le terrain n'était pas... c'était des usurpateurs, comme vous avez dit, c'était des gens qui se sont fait passer pour une ONG. Évidemment, on ne peut pas empêcher cela, mais on peut quand même aussi questionner la fonctionnalité de notre appareil de renseignement, qui est souvent prisé comme étant l'un des meilleurs en Afrique. Ce n'est pas une grande fierté pour nous. Si quelques individus peuvent se faire passer pour une grande structure comme Transparency International, malgré tout ce qu'on peut penser en tout cas en termes d'envergure, ils sont connus internationalement, et normalement il devait y avoir une vérification immédiate lorsqu'on a des émissaires prétendus de ce type d'organisme qui viennent. Le fait que c'est pu passer comme ça aussi facilement pose les questions, est-ce que ça n'ouvre pas la voie à d'autres formes de manipulation, aussi bien venant de l'extérieur que du point de vue interne, dont le Cameroun, du point de vue sécuritaire global et du point de vue sécuritaire particulier en ce qui concerne des échéances aussi délicates que les présidentielles, doit faire attention à l'avenir et être un peu plus pointilleux sur les mesures. Voilà. Maître Pensy, on a failli ou bien c'était voulu? Qu'est-ce qui est voulu? Dans le ministère de l'administration territoriale ne savait pas? Mais moi d'abord, sur l'identité de ces personnes. Je dois vous dire que lorsque le ministère de l'administration territoriale a refusé les accréditations à l'étranger, tout le monde a crié, ouais, pourquoi il ne faut pas venir les étrangers ici, ouais, c'est pas bien. Et après, il apparaît un certain nombre de personnages. Tout le monde sait qu'un des candidats, Akere Mouna, a été l'un des patrons mondiaux de Transparency. Oui. Et qu'il pouvait très bien dire que c'est des gens qu'il ne connaît pas. Moi, dans cette affaire-là, je préfère être tout simplement très réservé. Oui. Parce que Akere les connaît tous. Donc, il était candidat. Est-ce que c'est Akere qui accrédite? Akere les connaît. Il a le système, il téléphone, il a tout leur numéro de téléphone. Non, mais Akere n'est pas ministre de l'administration territoriale. Je vous explique. Moi, cette affaire-là, je suis très réservé. Oui. Je dois dire par ailleurs que s'agissant des accréditations, le gouvernement ne voulait même pas que les gens viennent pour qu'on le fasse en interne. Qui est contre tout le monde, qui veut faire la révolution partout, etc., qui veut déstabiliser les États. Et je crois tout simplement que ces personnes-là dérangent. Et on n'a pas besoin d'eux. On n'avait même pas besoin de ceux-ci. Je ne sais pas d'où ils sortent. Moi, je ne connais pas cette affaire. Donc, je ne peux pas parler de ce que je ne sais pas. Mais je sais que Akere Mouna les connaît très bien. Et pour l'instant, il n'avait pas protesté. C'est le problème qui concerne avec son ami Kamto. Moi, ça me Qu'est-ce que met Akere Mouna? On veut comprendre. Il était président et vice-président. Mais est-ce que c'est M. Akere Mouna et Maurice Kamto qui accréditaient les observateurs? Les accréditations, je ne suis pas au courant. Mais je sais que le gouvernement... Est-ce que le gouvernement demande aux candidats ne voulait pas faire venir des accréditations des personnes, des ONG qui venaient de l'étranger? Tout le monde a crié en disant que il fallait faire venir, etc. Les mêmes aujourd'hui se plaignent. Bon, moi, ces messieurs sont arrivés, c'est vous, c'est cette dame-là qui est à Paris. Oui. Il dit qu'elle ne les connaît pas. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne les connaît pas? Il y a un doute là-dessus. Parce que cet organisme-là n'aime pas le Cameroun. Moi, ce jeu-là, je ne suis pas là-dedans. Mais oui, à Transparence, il a toujours été contre. Dans l'affaire, tout le monde le sait. Quand nous étions en train de nous battre contre Boko Haram, il disait tout simplement que oui, nous on est cruels, alors qu'il était en train de tuer les populations camerounaises. Et moi je trouve tout simplement que on n'a pas besoin d'une manière ou d'une autre. Ça s'est passé dans la transparence et dans le calme, et que je sais tout simplement que le vainqueur sera le vainqueur.
Et Barista Ajou, c'est une tache noire sur le processus, là? La question qui taraude mon esprit est celle de savoir à qui profite le crime. Oui. Parce que je pense bien que Transparency International doit avoir une représentation locale. Oui. Et c'est pour cela qu'il y a eu cette réaction, parce que la représentation locale, comme mon confrère le disait, Akere est un membre très influent de Transparency. Donc il a dû voir ces images et dit, mais attends, mais c'est qui ça? Et maintenant, quand il demande, la réaction sort. Donc je pense que nous devons plutôt nous interroger sur le point de savoir Mais Maître Pensy, qui a dû amener ces gens-là ici et pourquoi. Barista, mais Maître Pensy nous fait savoir que Maître Akere Mouna aurait dû agir en amont. Akere, je pense qu'il a été surpris par ces images. Par le reportage d'hier. Il a été surpris parce qu'il était justement occupé par la campagne. Oui. Mais quand il voit ces visages-là à la télé, il s'est dit, mais c'est qui? Et c'est pour cela que... Donc, il connaît tous les membres. Non, mais je pense que c'est la réaction de la représentation locale de Transparency qui a provoqué la lettre de la maison mère. Parce que si ce n'est pas ça, ces gens-là allaient passer pour des gens qui représentent Transparency. Mais j'ai dit que moi, je m'intéresse qu'on les laisse sortir du territoire, qu'on les arrête et qu'ils s'expliquent devant la justice camerounaise. Ok. C'est comme ça que ça se passe. Ok. Casimir Désiré Tagné, vous étiez observateur, vous vous êtes plaint avant le scrutin de ce que le ministre Paul Tangandji avait cisaillé le nombre d'observateurs nationaux, peut-être même internationaux. Et lorsqu'on tombe sur ce genre de problème, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me donne la chair de poule, tout simplement, Serge Alain. Je l'ai signalé, le ministre de l'administration territoriale, Paul Tangandji, a cisaillé pratiquement le nombre de demandes d'observateurs nationaux. Et il a déroulé le tapis rouge aux observateurs étrangers qui, pour la plupart, sont des usurpateurs. Et vous avez donc, bien en dehors de ceux-ci, pour la plupart, sont des usurpateurs, même en dehors de ceux-ci. Donc vous voulez dire qu'en dehors de ceux-ci, il y a parie qu'il y en a d'autres. Je parie qu'il y en a d'autres. Et je voudrais corriger quelque chose qui a été dit là tout à l'heure. Oui. Personne, que l'on soit observateur ou candidat à l'élection nationale, à l'élection présidentielle, personne n'est à mesure de connaître qui sont les observateurs nationaux et étrangers qui sont accrédités. Il n'y a que le ministre de l'administration territoriale qui le connaît. Les autres, c'est le jour du vote qu'on se croise, qu'on se rencontre, qu'on voit qu'il y a un monde à venir, il y a des organisations de droits de l'homme et autres. C'est le jour du vote qu'on se rend compte qu'il y a telle ou telle association. Alors, ce qui vient de se passer est suffisamment grave. Et ça émet des doutes, ça met des réserves sur tout le processus, pas seulement électoral, pas le processus électoral en tant que tel, mais sur la qualité des informations que nous recevons de l'étranger. Parce que aujourd'hui même, nous avons eu un télégramme qui vient des États-Unis où on nous dit que les États-Unis sont fiers du processus électoral au Cameroun et tout. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, nous sommes sûrs que le télégramme qui a été lu là est le vrai et que ça vient vraiment de l'ambassade ou bien de l'ambassadeur l'a dit. Alors donc, oui, moi j'ai dit. Vous avez un autre télégramme qui dit le contraire? Non, c'est l'ambassadeur qui l'a dit. Non, mais nous disons l'ambassadeur. Avec ce Et que demande nous au venons de candidat voir, d'attendre. avec ce que nous venons de voir, Oui. avec C'est des possible, blancs, Riva. nous avons vu des blancs là qui étaient très bien installés, qui ont commenté le processus électoral, et je me surprends que parmi ces blancs là, il y a une blanche qui a dit qu'elle a visité le collège Agapé. Est-ce que visiter un seul coin au Cameroun peut vous permettre d'avoir une vue générale sur les élections au Cameroun? Moi, j'ai été observateur dans le littoral. Je ne suis resté que dans 5 arrondissements. C'est-à-dire Vouri 1, Douala 1, 2, 3, 4 et 5. Parce que je ne pouvais pas faire mieux. Mais eux, ils viennent de l'étranger, ils ne connaissent même pas le Cameroun. Ils s'en vont dans un collège qui fut-il soit collège Agapé. Et à partir de là, ils sortent un résultat et ils vous disent que tout s'est passé, machin, il n'y a pas eu de problème et tout. Est-ce qu'ils ont vécu les cas que nous avons vécu? Nous avons vécu suffisamment de problèmes sur cette élection-là. Moi, j'ai été mis face à certaines choses. Par exemple, des candidats, des électeurs qui avaient des cartes électorales.
pour un bureau précis et qui ne retrouve pas son nom sur la liste personnelle. Lorsqu'il y a un cas comme celui-là, le président du bureau de vote doit reprendre sur procès verbal cet électeur-là, en précisant à la fin sur la liste électorale que celui-ci, sa carte électorale c'était numéro tant, il n'a pas pu voter parce qu'il n'avait pas son nom, et ici, le gars signe, lui, le président signe. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les observateurs. Justement, ça c'est le problème des observateurs. Oui. Il fallait être observateur pour vivre ce cas-là. Il y a eu plein de choses sur cette élection-ci dans lequel nous ne pouvons pas nous mettre à étaler. Or, comme nous ne sommes qu'observateurs nationaux, notre rapport ne dit pratiquement rien à Yaoundé. Il faut que ça vienne de Transparence internationale pour être crédible. Alors que finalement on nous démontre des petits tintins là qui sont observateurs alors qu'en réalité ils n'en étaient pas. Donc vous savez que le snobisme c'est ce qui est dans nos sangs, c'est ce qui vient de l'étranger qui est toujours bon. Alors que chez nous, comme Maître Pensi l'a révélé là tout à l'heure, nous pouvons observer nous avons toutes les compétences au Cameroun. Nous avons suffisamment de compétences au Cameroun. Donc, vraiment, je suis désolé pour ce qui est arrivé. Mais quand on va le faire, on va dire que vous n'avez pas fait venir les étrangers. Oui. Et je crois d'ailleurs que ce qu'il y a dans le cas de cette affaire, qui est malheureuse, mais pour moi, je mets ça entre guillemets. Hein, parce que nous sommes dans une lutte actuellement. On ne sait pas si c'est pas des gens qui étaient vraiment envoyés, parce que vous ne pouvez pas rentrer au Cameroun comme ça, sans visa, sans lettre de transparence. Comment ils ont fait? Vous n'arrivez pas, ils sont déjà allés à l'ambassade. Et Maître Achou l'a dit, à qui profite le crime? Moi, sûrement quelqu'un gagne quelque part. Je pense que je suis très dubitatif quant à tous ces... Mais il faut préciser, Maître, que cela n'entache pas pratiquement... Ça n'entache pas le processus électoral ou bien les élections qui se sont déroulées le 7 octobre. Voilà, on va cheminer avec... Issa Chiroma Bakari qui dit on ne peut pas gagner l'élection présidentielle si on n'a pas gagné le Grand Nord. Mais Issa Chiroma ne dit que exactement ce que j'ai tenté de dire tout à l'heure et que vous m'avez empêché, Serge Alain. Moi, j'ai dit que l'électorat au Cameroun, il faut le maîtriser. Si vous ne pouvez pas le maîtriser, vous ne pouvez pas gagner l'électorat. Et les gens qui viennent de commencer en politique, excusez-moi de le dire ainsi, je ne cite personne, ils pensent que lorsque vous avez gagné à Douala premier ou à Douala deuxième ou à Yaoundé ou vous avez gagné les élections. Le Cameroun, c'est un État cosmopolite. Le Cameroun est un État extraordinaire. Parce que ce qu'on a au Cameroun, on n'a ça nulle part dans aucun pays au monde. Il faut maîtriser l'ethnie Aoussa, l'ethnie Bamileke, Centre-Sud, Ewondo et tout, pour prétendre gagner une élection. Et vous voyez bien que dans cet électorat-là, on a publié dernièrement les chiffres où vous allez voir que sur les 6 500 000 inscrits, le Grand Nord à lui seul a pratiquement la moitié de tous ces inscrits-là. Donc si vous venez... C'est voulu parce qu'on fait ce reproche-là. Est-ce que ce n'est pas des chiffres? Ça c'est un autre débat, étant donné que nous n'avons pas... comprendre? Le Cameroun n'a plus été recensé depuis pratiquement... Voilà, ça veut donc dire, est-ce que ce n'est pas voulu? Est-ce que ce n'est pas voulu? Comment comprendre? Ça pose donc un autre problème. Oui, comment comprendre que l'extrême nord ait plus de personnes, comme vous l'avez dit, que le littoral, par exemple? Je prends ces deux cas. Oui, mais comment comprendre? Comment comprendre? Comment on explique ça? Nous nous bornons sur le chiffre des inscrits. Je crois qu'on n'inscrit pas des fantômes sur les listes électorales. Ce sont des personnes physiques connues qui vivent. Non, les fantômes, c'est plus dans le littoral. Ce n'est pas des fantômes qu'on inscrit sur les listes électorales. Si on dit que le Grand Nord a plus de la moitié des... L'extrême Nord, restons sur le cas de l'extrême Nord. Le Grand Nord. C'est tout le Grand Nord. Le Grand Nord, c'est-à-dire le Nord, l'Adamawa et l'extrême Nord. C'est tous les trois régions confondues qui font la moitié des inscrits. Alors, il faudrait donc que les partis politiques, parce que même les partis politiques ont cette possibilité d'aller vérifier si les inscrits, si les listes électorales contiennent des personnes physiques connues et qui vivent, qui ne sont pas des décédés ou des noms qu'on a inventés de la cuisse de Jupiter qui sont inscrits. Là, ce n'est pas notre problème. Nous nous en tenons aux chiffres et aux documents qu'on nous présente. Ok. Wifile Kanga, sur cette bataille, le Grand Nord, c'est pourquoi pendant la campagne, on a vu beaucoup de candidats aller de ce côté. Presque tous sont allés dans le Grand Nord. Oui, notamment... Parce que c'est un vivier électoral de ce côté. Je voudrais rappeler d'abord à Monsieur Casimir Tagne qu'au Cameroun, les fantômes peuvent être reçus au concours au détriment des vivants. C'est un pays où tout est possible. Tout en
l'organisation des élections. Et on peut s'interroger pourquoi fustiger le fait que Maurice Kamto dise que bon, je tirerai le pénalty en utilisant une métaphore et s'accommoder parfaitement sans quiproquo aucun avec le fait que vous, comme le ministre de la Communication, disiez nous avons remporté le Grand Nord. C'est beaucoup plus affirmatif, c'est beaucoup plus péremptoire, c'est beaucoup moins métaphorique que ce qui a utilisé le professeur Maurice Kamto. Donc quand on va à la chasse aux sorcières, il faut s'assurer d'être un bon exorciste. Le Grand Nord est le vivier électoral dans lequel sont partis les principaux candidats et c'est d'ailleurs le vivier électoral, l'un des rares viviers électoraux dans lequel est parti le président parce que justement ce qui intéresse un peu notre administration c'est voilà, pour perpétuer le pouvoir qu'on exerce, en tout cas, c'est le bétail électoral que constitue le peuple. Sinon, on irait assez constamment pour leur présenter les projets qu'on a à leur présenter. La région du littoral est certes plus peuplée que l'extrême nord, mais peut-être la logique conservatrice de l'extrême nord a conduit à ce que depuis des années, lorsque le RDPC avait le vent en poupe, bon, on suppose qu'il l'a encore, et ses alliés de ce côté-là, les populations se sont inscrites et ces populations aujourd'hui ont certes pris de l'âge, mais sont encore là. La jeune génération qui est venue, bon, peut-être l'expansion démographique a été plus grande dans la partie méridionale du pays, mais les inscriptions sur les listes électorales n'ont pas suivi l'évolution de la population. Dont Douala et Yaoundé-Yombo avoir à eux deux plus de 6 millions d'habitants, à peu près, mais il est possible, bel et bien, j'accorde ce bénéfice du doute là à ce que les zones du septentrion aient plus d'électeurs. Maintenant, la question, oui, la question, elle demeure. Si les PV sont disponibles, comme vous le dites, si les certitudes sont là, s'il y a tous ces sous-entendus là, pourquoi est-ce qu'on attend encore longtemps? Et pour revenir à l'élément de Transparency International, Transparency International est une ONG un peu comme Amnesty International qui sont un peu des sociétés anonymes de plusieurs dizaines de milliers de membres. Il est techniquement impossible de savoir qui travaille là-bas ou pas. Et vous n'allez pas demander à un candidat de faire le travail du ministre de l'administration territoriale. Reconnaître en tant que ministre qu'on ne sert à rien est un mea culpa qui devrait normalement conduire à la démission. Ce n'est pas parce que je suis ami avec le délégué du gouvernement de Douala que je dois être comptable des très nombreux nids de poules qu'il y a dans la ville. Alors qu'il soit affilié à Transparency International ne veut pas dire que c'est à lui de déterminer si telle est de l'organisation ou pas, d'autant plus que les accréditations n'ont pas été fournies par lui, mais plutôt justement par ceux qui sont chargés d'administrer le territoire dont à qui profite le crime. C'est très paradoxal d'élaborer un soupçon de soupçon, permettez-moi la tautologie, envers la coalition MRC-NAO, parce que MRC-NAO justement c'est plein du fait qu'il y ait des fraudes. Si ceux qui pour vous ont été appelés par MRC-NAO disent que tout s'est bien passé, alors que MRC-NAO dit qu'il y a eu des fraudes, c'est une logique aussi contre-productive. Et c'est précisément parce qu'il y a des potentielles fraudes que le professeur Maurice Kamto est monté au créneau avec cette stratégie de communication que personne n'a toujours compris. Pourtant, elle est assez simple en disant « j'ai tiré le pénalty » pour mettre la pression à ceux qui sont chargés de promulguer les résultats en disant « voilà, ne faites pas un résultat contraire au suffrage réellement exprimé. » Bon. Ok, Barista d'abord, après Maître Pensi. Barista, vous êtes d'accord avec cette sortie de Issa Chiroma Bakari? Vous gagnez le Grand Nord? Non, je ne suis pas d'accord. Le ministre Chiroma suppose, en disant ce qu'il a dit, que le Grand Nord est un tout, que quelqu'un peut aller porter et s'en aller avec. Mais je me rappelle que pendant la campagne électorale, les candidats qui sont allés au Nord, chacun drainait les foules. Chacun. Oui. Alors, si chacun peut drainer autant du monde, comment vous espérez que tout ce monde qui participe à toutes ces campagnes-là vont décider d'aller voter une seule personne? Non, moi je pense qu'on ne doit pas prendre cette population pour un acquis. Comme le ministre a dit, le Nord c'est pour nous. Non, il se trompe. Je pense que le deuxième élément c'est que... Non, il n'a pas dit que c'est le RDPC qui a gagné. Non, il a dit que le Nord... Il n'est pas du RDPC, s'il vous plaît. Mais il est président d'un autre parti politique qui est allié. Ouais. Alors, il a dit que le Nord, c'est pour eux. Moi, non, c'est pas ce qu'il a dit. Bon, en tout cas... C'est pas sa phrase. Bon, si ce n'est pas sa phrase, monsieur le ministre, je m'en excuse. J'ai dit que nous avons constaté, avant cette élection et pendant l'élection, qu'il y a un déphasage entre les élites et la base de ces trois régions-là. Donc quelqu'un ne peut pas dire
que tous ces 3 régions-là forment un tout. Parce que le FSCD avait quelque part et on a brûlé son matériel. Et on a vu d'autres partis aller là-bas et les gens sont sortis. Et le président est allé, les gens sont aussi sortis. Je me dis que chacun peut tirer son épingle du jeu au Grand Nord. Partage de voix. Il peut avoir partage. Oui. Donc on peut gagner sans gagner là. Je voudrais dire qu'il faut être sérieux. Et il faut faire toujours ce que j'appelle une analyse typologique, j'allais dire historique, statistique, spatio-temporelle. C'est-à-dire dans l'espace et dans le temps. Si vous regardez ce qui s'est passé en 2011, le candidat Paul Biya avait eu près de 97% à l'extrême nord. L'extrême nord, c'est un peu moins de 1 200 000 personnes. Et comme vient de dire Casimir Tanier, le Grand Nord, c'est-à-dire qui comprend l'Adamawa et le Nord, c'est à peu près la moitié des électeurs. Le problème qui se pose, effectivement, ce n'est pas le problème du recensement, c'est le problème du fait que ici, à Douala, dans le littoral, les gens ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales. Il faut les supplier. Et on se rend compte que ici, les gens n'arrivent pas. Les gens ne veulent pas aller s'inscrire. C'est ça le véritable problème. Or, vous avez dans la région du littoral, je pense que c'est aux alentours de 900 000 personnes à peu près. Donc, c'est ça, c'est parce que les gens ne veulent pas. Les gens préfèrent aller boire à la rue La Joie, machin, s'amuser, etc. Carrefour, j'ai raté ma vie, etc. Bon, c'est ça qui intéresse les gens. Au niveau des élections, ils ne sont pas intéressés. C'est ça le véritable problème. Or, nous, ce qu'il y a au Nord, il y a une certaine discipline. Et je crois que moi, je ne me permettrai pas de traiter les gens du Nord, comme vient de dire le jeune Ekanga, en disant que c'est du bétail électoral, avec beaucoup de mépris. Ce sont des Camerounais qui votent pour un certain nombre de choses, de réalisations, ils sont fidèles. Mais je dois dire et reconnaître que, d'abord, vous avez vu ce qu'a dit le ministre, le candidat, en tout cas le RDPC, les mandataires du RDPC ont été partout, dans tous les arrondissements. Ils se sont présentés. Ceux qui disent qu'ils ont été au Nord, ils n'ont pas été, même pas au tiers des arrondissements. Il y a largement en tête. Et ça correspond en tout état de cause à ce qui s'est toujours passé. Et les nordistes sont des personnes qui sont fidèles au niveau du vote et ils ont promis de le faire et ils l'ont fait. Donc on va le voir dans quelques jours. Mais je voudrais également rappeler qu'on va pas revenir tout à l'heure par rapport à ce qu'a dit le jeune Ekanga, de lui expliquer que nous n'en sommes plus à cette histoire de tireur de pénalty. C'est fini. La commission de recensement de vote a déjà les PV. Et ils sont en train de travailler, et chaque candidat a un de ces éléments là-dessus. Oui, il y a quelqu'un du Conseil constitutionnel, nous avons vu le monsieur Essomé, oui, qui en a parlé. Donc, dans quelques jours, il y aura, puisqu'ils ont 5 jours pour travailler, dans tout ça, sur à peu près, il y a à peu près, je ne sais pas combien de bulletins, mais ça vient de 25 000 bureaux de vote. Et c'est énorme à déployer. Et dans quelques jours, vous allez avoir les résultats. Ne vous inquiétez pas. Entre-temps, le RDPC, le candidat, Paul Biya, reste tranquille. Il sait que le silence est un langage. Merci, cher monsieur, d'être venu rapidement. Et Kankan, ça m'arrive au terme. Je veux dire, ce n'est pas moi qui méprise les populations du Nord en parlant de bétail électoral. C'est plutôt celui qui va les voir tous les 6-7 ans. Quand la campagne approche. Si vous n'avez pas été capable de comprendre un élément aussi simple, je ne suis pas surpris qu'on n'ait pas compris le subtil jeu communicationnel du professeur Maurice Kamto. Oui, merci. Oui, rapidement, on arrive à la fin. Rapidement, le petit mot de la fin, c'est qu'à partir de cette élection qu'on vient de vivre, le Cameroun est en train de changer. Les choses ne se passeront plus comme avant. Le SDF, qui était la deuxième force politique après le RDPC, est descendu très bas. Comment vous le savez? Il y a une nouvelle force politique, il y a de nouvelles forces politiques qui viennent de naître et que les Camerounais savent désormais qu'ils peuvent s'inscrire sur les listes électorales, aller voter et avoir les résultats de leur vote. Ok, merci madame, monsieur. Merci à vous, cher monsieur, d'être venu une fois de plus. Merci à vous de nous avoir regardé à la maison. Rediffusion Equinox Soir, 23h GMT. Il sera minuit à Ewele, arrondissement de Yumodjob, département de la Magnou. Tout de suite après, parole de femme. Julien Guignondé.